Merci beaucoup, chers amis. Comme les députés l'ont fait, je me permettrai de me dispenser du protocole en vous remerciant toutes et toutes en vos grades et qualités de bien vouloir m'accueillir aujourd'hui. Je viens en voisine, en amie, en tout cas, je l'espère. Je veux vous remercier toutes et tous, mais d'abord, c'est un grand honneur pour moi que d'être là pour commémorer finalement ce centenaire de la mort de Jean Jaurès qui finalement nous anime tous les jours, en tout cas en ce qui me concerne, anime les valeurs que je porte. Et ma mission aujourd'hui est de vous faire un petit exposé. Tout n'y sera pas, mais ce sera déjà, je crois, bien trop long pour vous exposer un petit peu le parcours de Jean Jaurès et son lien avec l'histoire du socialisme. Je veux bien entendu remercier l'ensemble des étudiants qui ont participé à cette initiative. Alors merci à l'Institut Jean Jaurès, merci à la province du Hainaut, et puis les chevilles ouvrières qui l'ont porté aux côtés des étudiants, donc les professeurs qui sont ici rassemblés, et en particulier Émilie Dupuis qui m'a associée à votre projet aujourd'hui, puisque Émilie a un engagement aussi en dehors j'allais dire, de son travail au quotidien. Elle a un engagement politique au quotidien. Alors, j'espère que cette exposition fera parler d'elle, tout simplement. C'est une très belle initiative et je suis d'autant plus heureuse d'être avec mes amis belges que je ne suis pas sûre que de telles initiatives voient le jour en France, en tout cas des initiatives comme celle-ci concoctées par un groupe d'étudiants et orientées par des professeurs. Alors Jean Jaurès, il incarne avant tout la justice. Il n'a pas été seulement le plus grand leader socialiste de son temps, mais à travers ses combats en faveur de Dreyfus, de la liberté de la presse ou de l'abolition de la peine de mort, il nous a légué quelques belles leçons de politique. Depuis 100 ans, la figure de Jean Jaurès est un mythe. C'est le mythe du combat contre une guerre pourtant inéluctable, mythe du socialisme humain dans un siècle de tyrannie des idéologies, et aussi mythe du grand disparu dont la gauche française resterait orpheline. Héroïque en France et en Europe, mais aussi dans le monde entier, il n'a laissé indifférent aucun des grands noms de son époque. Je citerai Ferry, Clémenceau, Briand, Zola, Dreyfus, et a inspiré des politiques divers tels que Trotsky, Blum, Mendès France, De Gaulle ou encore Mitterrand. Des écrivains aussi, comme Roger Martin Dugard ou Louis Aragon, jusqu'à, ça a été signalé tout à l'heure, des artistes, puisque Brel l'a chanté. Il est entré à la Chambre en 1885, il était à l'époque le plus jeune député de France, élu du Tarn à 26 ans. Il se définit d'abord comme un républicain. Il appelle au renforcement des institutions républicaines et à l'ouverture de la politique à tous, plus seulement à une élite. Alors le passage de Jaurès au socialisme accroît son combat pour l'égalité et la justice. Dans l'affaire Dreyfus, officier bourgeois et de confession juive injustement condamné pour trahison, d'ailleurs cette affaire est souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la raison d'État, et reste l'un des événements les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec de surcroît un rôle majeur joué par l'opinion publique et par la presse. Alors dans cette affaire Dreyfus, il agit pour révéler la vérité sur l'innocence de Dreyfus, victime d'un complot militaro-judiciaire, et il incarne la protestation de l'ensemble des socialistes. Il les appelle à défendre les lois de justice, notamment celle qui ne permet pas de condamner un homme sans avoir discuté avec lui, donc des valeurs profondément humanistes. Il lui faut aussi convaincre les prolétaires, le monde ouvrier dont il est très proche, sans contredire leurs principes et sans manquer à la lutte des classes, d'écouter l'homme, cet homme qui est Dreyfus, qui n'est plus dans ces circonstances ni officier ni bourgeois, mais qui est tout simplement innocent et dépouillé de tout caractère de classe de par l'excès du malheur qui l'accable. Alors c'est vraiment un message humaniste très fort qui est porté
par Jaurès, qui est porté par Jaurès, pardon, je le cite, « Nous pouvons, dans le combat révolutionnaire, garder des entrailles humaines et nous ne sommes pas tenus, pour rester dans le socialisme, de nous enfuir hors de l'humanité. » Alors Jaurès maintient pendant toutes ces années son engagement pour les causes civiques et pourtant des années durant lesquelles les responsabilités sont écrasantes pour un homme qui n'est ni chef d'État, ni chef de parti, pardon, ni homme d'État, mais qui est pourtant au centre de la politique européenne. Il voit aussi dans la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État une nouvelle liberté, liberté qui vaut encore aujourd'hui. On n'a de cesse de défendre cette valeur essentielle à la République qu'est la laïcité. Nouvelle liberté après celle qui avait déjà été accordée aux associations par la loi de 1901. Et puis l'un des combats de Jaurès est aussi de s'attacher à sauver l'ouvrier charbonnier, je crois que ça parle ici aussi à Charleroi, Jules Durand, qui était un syndicaliste condamné à mort pour complicité d'assassinat d'un leader non gréviste. Alors un faux dossier de police avait été constitué pour finalement terroriser les futurs meneurs des grèves ouvrières. Dans ce procès, qui a quand même eu une portée de scandale moral et politique, Jaurès en appelle à l'honneur de la République et à la dignité de l'humanité qui exige de défendre tout individu, quel qu'il soit. Et il réclame finalement une attitude nouvelle envers le prolétariat et la République doit apprendre à respecter les ouvriers si elle ne veut pas se déshonorer. Alors, il disait qu'il n'y avait pas d'action, d'action que dans le parti de la justice pour justifier de ces combats civiques, des combats civiques finalement dont l'actualité est encore brûlante aujourd'hui, un siècle plus tard. Et Jaurès est ainsi devenu l'un des auteurs de la Constitution morale de la République et celle qui maintient envers et contre tout l'espoir démocratique. Il est le fondateur, ça a été rappelé, du journal L'Humanité. Il fait des articles politiques, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il va sur le terrain pour rapporter des événements. Il a compris que la presse était devenue finalement un pouvoir et qu'elle était une des conditions des combats politiques. Sa conversion au socialisme, elle est liée, je crois, notamment à sa sensibilité au sort des pauvres et des sans-grades et aussi à la découverte des luttes ouvrières. Il s'est initié à Marx, bien sûr, dans lequel il trouvait le moteur de la lutte des classes, mais c'est finalement le contexte social et politique de l'époque qui encourage Jaurès à prendre parti et à choisir son camp. Ses sources d'indignation sont d'abord la fusillade de Fourmies, le 1er mai 1891, qui endeuille la France ouvrière. Alors Fourmies, vous connaissez bien, c'est comme Jeumont, c'est un petit peu le pays voisin, avec ceux qui sont morts pour avoir demandé la journée de 8 heures, et aussi dans ces combats la grève des mineurs de Carmaux un an plus tard en 1892, dont l'un d'entre eux avait été élu maire et auquel la compagnie minière refusait des jours de congé pour pouvoir tout simplement exercer ses fonctions administratives de maire. Alors Jaurès, dans ces conditions, n'était plus un isolé, élu député socialiste à Carmaux, il était devenu un vrai militant, un représentant de la classe ouvrière qui en avait fait son mandataire. Alors ses dons d'orateur, sa personnalité puissante, sa culture rayonnante et son optimisme mobilisateur le disposaient à être un des principaux leaders du mouvement socialiste et il a œuvré d'ailleurs au rassemblement des forces socialistes et de leurs diverses formations, mais qui existent aujourd'hui encore un siècle plus tard. On les appelle les courants par chez nous. Et à Lille, donc pas très loin d'ici non plus, Jaurès affronte Jules Guesde dans une controverse parce qu'il s'oppose sur la conception du socialisme. Guesde, marxiste résolu, a reproché à Jaurès d'avoir soutenu l'entrée d'un socialiste dans un gouvernement bourgeois. Et finalement, Jules Guesde est partisan d'une ligne plus révolutionnaire, tandis que Jaurès veut inscrire le socialisme dans la République et surtout dans la fidélité aux droits de l'homme.
Alors Jaurès, finalement, est mis en minorité au Congrès d'Amsterdam et il sacrifie ses tendances de réforme au profit de l'unité socialiste qui s'est concrétisée par la naissance de la SFIO en 1905, donc ce parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière. Jaurès le domina de toute sa puissance intellectuelle pendant les 9 ans qui lui restaient à vivre, mais ça il ne le savait pas. Et à ses yeux, finalement, c'est le socialisme seul qui donnera à la Déclaration des droits de l'homme tout son sens et qui réalisera tout le droit humain. La guerre aussi a été pour Jaurès un danger à combattre. Pourtant, il ne croit pas que la France puisse se passer d'armée. Mais pour lui, l'armée n'est pas un instrument de conquête ou d'oppression, c'est le peuple organisé pour la défense du sol. Et lorsque la menace de guerre s'accentue en juillet 1914, il en appelle au rassemblement de toutes les forces prolétariennes, dernière chance selon lui pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. Mais bien sûr, tout en faisant ça, il ne s'enferme pas dans l'incantation et il multiplie les démarches. Il a l'intention d'attaquer le gouvernement sur sa complaisance à l'égard de la Russie, alors qu'il était encore temps de lui faire accepter, ainsi qu'à l'Allemagne, la médiation proposée à l'époque par le Royaume-Uni. Malheureusement, son assassin, Raoul Villain, ne lui en laissera pas le temps. Et finalement, c'est dans cette crise de l'été 1914 que Jaurès est en doute allé au bout de ses efforts pour empêcher cette guerre, au risque qu'il assumait pleinement d'en voir attenter à sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été assassiné par un fanatique d'extrême droite au Café du Croissant dans le quartier de Montmartre le 31 juillet 1914. Et il apparaît à ce titre comme le premier mort de la guerre, victime du fanatisme autant que héros du socialisme. Mais finalement, c'est cet aspect qui rend sa postérité inséparable de l'idée de paix qui avait toujours été au cœur de son action. Et aujourd'hui, il reste objet de convoitise pour ceux qui veulent s'approprier le personnage, l'homme, la figure, la légende finalement, un homme engagé, un tribun, orateur, socialiste de conviction, défenseur de Dreyfus, mais au-delà de l'ensemble des travailleurs, il avait ça dans ses tripes, parlementaire respecté, combattant pour la paix, et finalement, première victime de cette grande boucherie que fut la Grande Guerre et qu'il a dénoncé jusqu'à l'épuisement. Finalement, c'est toute la gauche française, mais finalement, je dirais en Europe, y compris, je l'espère, ici en Belgique, qui veut finalement avoir Jaurès en elle. Et ça n'a jamais été un homme d'appareil, il n'a pas finalement fait sa carrière comme certains qui n'ont pas le courage de leurs idées, quand ces idées peuvent leur faire perdre une position dans leur parti. Le vrai parti de Jaurès, c'est celui de la raison, de la justice, de la liberté. Et ce message, finalement, il est toujours aujourd'hui d'une grande actualité. On peut se demander, dans certaines situations difficiles de tension qu'on vit aujourd'hui, ce qu'aurait fait Jaurès. Je me garderais bien d'y apporter des réponses tranchées comme certains ont pu le faire. Ce que je veux retenir aussi de Jean Jaurès, c'est qu'il a laissé son nom à plus de 2350 sites, qu'il occupe la 5e place en France derrière De Gaulle, Pasteur, Leclerc et Victor Hugo. C'est finalement dès l'été 1914 que des conseils municipaux ont commencé à attribuer le nom de Jaurès à certaines rues. La pratique, elle se poursuit pendant et après la guerre, alors même que ses cendres sont transférées au Panthéon en 1924, et puis sous le Front populaire. Et ensuite, cette pratique, elle reprend à la Libération, lorsque le nom de Jaurès réapparaît dans des communes où le régime de Vichy, ce régime de collaboration avec les forces nazies, l'avait effacé. Elle suit son cours marqué par des moments privilégiés, les centenaires et 150naires de la naissance de Jaurès, le 50aire de son assassinat, l'élection de François Mitterrand, et finalement, curieusement, je ne sais pas si c'est un paradoxe, alors que dans le sud, finalement, dans le Tarn, là où étaient ses origines, il n'y a pas beaucoup de rues qui portent le nom de Jaurès. Il y a quand même 212 rues qui portent son nom dans le nord de la France, un peu plus d'une centaine dans le Pas-de-Calais. Et chers amis belges, je ne sais pas si vous m'apprendrez tout à l'heure combien il y en a en Belgique,
mais beaucoup, je crois, ici à Charleroi, mais comme à Bruxelles, comme à Mons, à Binche ou encore à la Louvière, dans de nombreuses villes belges. Et puis, finalement, il a été reconnu par beaucoup de politiques au cours du siècle dernier. De Gaulle a agi pour le faire reconnaître finalement par la droite française. Mitterrand, en 1980, après avoir lancé sa campagne à Carmaux, a déclaré que Jaurès, c'était la France et au-delà de la France, l'un des points lumineux du socialisme international. Même Sarkozy, en 2007, après sa victoire, reproche à la gauche d'avoir abandonné Jaurès. Jaurès qu'il avait quand même cité 88 fois pendant sa campagne présidentielle, alors même que la candidate socialiste Ségolène Royal n'avait fait référence à Jaurès que 34 fois. Et puis enfin, dernier épisode en date, en 2012, quelques jours avant l'élection présidentielle, François Hollande dépose une gerbe au pied de sa statue et rend hommage finalement à celui qui fut capable d'allier l'idéal et le réel, d'allier la radicalité et la responsabilité. Alors aujourd'hui, les discours et l'action de Jaurès sont toujours d'actualité. Elle reste une référence incontournable pour la gauche. Hier, on y faisait encore référence. Je me trouvais à un meeting à Lille en présence de notre Premier ministre Manuel Valls, en présence de Martine Aubry, en présence de notre premier secrétaire du parti. Il ne nous manquait qu'une personne, c'était Elio Di Rupo, mais qui a l'habitude de venir régulièrement nous rendre visite lors de grands événements politiques par amitié. Et finalement, je me disais, en parlant de la construction européenne et en voyant ces premières images de Jaurès, à chaque fois qu'il y a un film de présentation, les premières images sont dédiées à Jaurès, que le combat qu'a perdu Jaurès pour la paix, eh bien ce combat, il se rejoue de manière incessante. Il va se rejouer le 25 mai prochain lors des élections européennes. Bonne chance à nos candidats belges. Et il se rejouera encore longtemps. En conclusion, chers amis, c'était déjà bien long et je veux laisser, finalement, cet exposé n'était pas exhaustif, c'était quelques idées comme ça que je voulais partager avec vous, mais je vous dirais que le XXe siècle a été marqué par une version autoritaire et dictatoriale du socialisme qu'on appelait le communisme, mais le combat et la leçon de Jaurès pour un socialisme à visage humain et qui soit finalement l'accomplissement d'une république démocratique n'a pas été oublié. J'espère que c'est ce que les étudiants vont nous faire partager à l'instant. Aujourd'hui, c'est cette grande leçon, ce grand combat de Jaurès et d'autres qui continue finalement pour faire triompher le socialisme dans la liberté. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre écoute très patiente.